Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Chan Qian, un attaché de l'empereur chinois de la dynastie des Han, décrit la présence de peuplades cavalières, blondes avec les yeux bleus, aux portes de l'empire chinois. Ces écrits sont confirmés par des trouvailles archéologiques qui témoignent de sépultures de type européenne en Mongolie. D'autres soutiennent l'idée d'une influence guerrière et sociale venant de l'Ouest qui se serait imposée jusqu'au Japon. Les Scythes, une confédération de tribus qui apparaît vers moins 800 ans, semblent être les responsables de ces interrogations. De nombreux aspects de leur vie, tels que la consommation de lait, l'art équestre ou l'élevage, sont encore bien présents aux frontières de l'Extrême-Orient et en Asie centrale. Mais d'autres savoir-faire ont disparu avec eux. L'orfèvrerie, la maîtrise des métaux, l'artisanat de haute perfection dont ils étaient les détenteurs, n'est plus sur ces terres mongoles. Durant le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, la culture d'Andronovo, dont les hommes étaient des blancs originaires d'Europe, se développe au Kazakhstan et en Sibérie méridionale, allant de l'Oural à l'ouest, au lac Baïkal à l'est et jusqu'au Syrdaria au sud. Cette culture dispose du char de guerre à 2 roues, tiré par 2 chevaux. Cette avancée technologique a sûrement beaucoup contribué à son expansion. Ses membres vivaient en partie de façon sédentaire dans des villages, cultivaient la terre et élevaient des animaux. Ils fabriquaient des armes et des outils en bronze. En 2015, une vaste étude fondée sur l'ADN autosomal des anciennes populations eurasiennes a montré que la culture d'Andronovo provient de la culture de la céramique cordée en Europe, du centre au nord, dans le cadre d'une vague de migration indo-européenne depuis l'Europe vers l'Asie durant l'âge du bronze. Selon cette même étude, il y avait durant l'âge du bronze un continuum génétique et ethnoculturel depuis l'Europe centrale jusqu'à l'Altaï. C'est-à-dire que le paysage ethnique de cette vaste zone allant de l'Europe à la Mongolie était très homogène racialement. Les Scythes, à proprement dit, apparaissent en moins 800 ans et sont les descendants de la culture d'Andronovo, dont nous avons dédié une vidéo complète. Ils sont parmi les premiers peuples à maîtriser la guerre à cheval et sont décrits comme étant d'aspect europoïde par les auteurs anciens et les anthropologues. L'historien grec Hérodote du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a lui-même séjourné chez les Scythes, les décrit comme roux avec des yeux gris. Au 3e siècle avant Jésus-Christ, le poète grec Callimaque décrit les habitants de Scythie comme blonds. Dans l'histoire naturelle du 1er siècle, l'auteur romain Pline l'Ancien caractérise les Scythes aux cheveux roux et aux yeux bleus. À la fin du 2e siècle, le théologien chrétien Clément d'Alexandrie écrit que les Scythes sont blonds. Toujours au 2e siècle, le philosophe grec Polémon comprend les Scythes parmi les peuples nordiques, caractérisés par les cheveux blonds ou roux et leurs yeux bleu-gris. Au début du 3e siècle de notre ère, le médecin grec Galien déclare que les Sarmates, les Cis et les autres peuples du Nord ont les cheveux roux. L'historien romain du 4e siècle, Amien Marcellin, écrit que les Alains, un peuple étroitement lié aux Scythes, étaient grands, blonds et aux yeux clairs. Au IVe siècle, l'évêque Grégoire de Nice écrit que les Scythes avaient le teint clair et les cheveux blonds. Au 5e siècle, le médecin Adamantios, qui suit Polémon, écrit que les Scythes sont blonds. Même au fin fond de l'Altaï, la culture scythe, qui se différencie culturellement des autres cultures scythes et en représente une des branches les plus orientales, n'est que minoritairement affectée par quelques mélanges avec les Asiatiques. Les écrits chinois, ou portes de l'Empire, parlent toujours de cheveux blonds aux yeux bleus. Selon Hérodote, les Scythes étaient des guerriers qui espéraient être tués au combat. Mourir de vieillesse était pour eux une honte. En tant qu'éleveurs nomades dans les grandes steppes eurasiennes, les Scythes étaient les grands maîtres de la cavalerie dans l'Antiquité. On attribue aux Scythes les principaux développements de la cavalerie montée, développant dans un premier temps la cavalerie légère. Les Scythes sélectionneront ensuite des races de chevaux plus fortes qui leur permettront de développer la cavalerie lourde, aristocratique et les premiers cataphractaires entièrement en armure. Dans le même temps, les Scythes exploitent leur mode de vie nomade pour utiliser massivement le char de combat
face auxquels les civilisations sédentaires sont démunies. Les cavaliers scythes serviront de mercenaires dans les armées des empires pour lesquels ils constituaient un atout majeur. Ils s'engagèrent en particulier auprès de l'empire parthe, les Assyriens et les Perses achéménides, ainsi qu'auprès des cités grecques. Par la suite, ils formèrent des contingents de mercenaires au service des Séleucides puis des Romains, et aussi des Chinois. L'arme principale des Scythes était l'arc, et les archers montés à cheval étaient la grande spécialité de leur tribu. Les Scythes, ou du moins leur ancêtre direct de la culture d'Andronovo, sont les inventeurs de l'arc composite, c'est-à-dire formé de plusieurs matériaux différents, ce qui leur donnait une souplesse et une résistance supérieures à celle des arcs simples en bois, privilégiant une grande puissance de tir. Les données archéologiques permettent aujourd'hui de rompre avec l'image simpliste de nomades primitifs, parfois donnés des Scythes et de leurs successeurs. Le nomadisme pastoral n'était pas une marque d'arriération, mais une économie complexe qui n'exclut d'ailleurs ni des échanges avec les populations sédentaires voisines, ni même l'existence d'établissements fixes. Les capacités techniques des Scythes surpassaient souvent celles des peuples asiatiques sédentaires, y compris dans des domaines inattendus comme l'architecture. Les grands kurganes des Scythes et des peuples apparentés, loin d'être de simples amoncellements de terre, comportent des structures élaborées, avec des voûtes en pierre, des encorbellements, des charpentes, des puits et des galeries de plusieurs dizaines de mètres. Le fameux or des Scythes, mais aussi les objets en matériaux périssables découverts dans les kurganes gelés de l'Altaï, permettent de se représenter le luxe dont bénéficiaient les aristocraties tribales et le relatif confort de la vie quotidienne. Les Scythes étaient des métallurgistes réputés. Ils fabriquaient beaucoup d'objets, légers de bronze et d'argent. L'art majeur et le plus connu des Scythes était l'orfèvrerie. Les Scythes sont considérés comme parmi les meilleurs orfèvres de l'Antiquité. De nombreuses tombes, richement meublées, ont livré de très grandes quantités d'objets en or, jusqu'à plusieurs milliers d'objets d'or massif pour les tombes princières, particulièrement remarquables par la finesse de leur travail, la diversité des techniques utilisées, le réalisme des représentations, l'équilibre des proportions et un grand sens de la représentation du mouvement. Le style de l'orfèvrerie scythique montre quelques liens évidents de parenté avec l'art celte, grec, thrace, perse et même assyrien, mais possède aussi son propre style. Les Scythes ont joué un rôle important dans la route de la soie, un vaste réseau commercial reliant la Grèce, la Perse, l'Inde et la Chine, contribuant à la prospérité de ces civilisations. Les métallurgistes installés fabriquaient des objets aristocratiques et guerriers. Une influence artistique scythe est identifiable en Chine à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ à la suite de contacts entre Chinois et Scythes à l'ouest et au nord-ouest de la Chine. Par ailleurs, la présence d'une culture de type scythique est également connue archéologiquement dans la grande boucle du fleuve Jaune au cœur de la Chine antique, la culture de l'Ordos. La culture d'Ordos, d'environ -500 à -100, est connue pour ses bronzes, ses armes, son équipement pour chevaux, en utilisant un style décoratif entre l'art scythe et l'art chinois. On pense que l'Ordos est le plus oriental des peuples blancs de la steppe eurasienne à cette époque, soit entre -500 et -100, juste à l'est de la tribu blanche que les Chinois appelaient les Yueshi, aussi un peuple indo-européen. Car pour rappel, d'autres peuplades blanches à des époques antérieures habitaient le nord-ouest de la Chine. Les personnes représentées dans les découvertes archéologiques de la culture d'Ordos ont tendance à afficher un type europoïde caractéristique. Et justement, Otto Manchenhelfen et Jaroslav Lebedinsky suggèrent que la culture d'Ordos avait une affinité scythe. D'autres savants l'ont associée aux Yueshi. Les armes trouvées dans les tombes des steppes de l'Ordos sont très proches de celles des Scythes et des Sakas. L'origine turque, quant à elle, ne permet pas d'expliquer la provenance de l'artisanat et des connaissances cavalières. En effet, les proto-turcs sont un peuple métissé provenant de divers mélanges asiatiques indigènes et europoïdes conquérants. Après leur expulsion du Tarim par les Yuezhi, eux-mêmes europoïdes au IIe siècle avant Jésus-Christ, certains Scythes pourraient avoir migré vers le Yunnan en Chine du Sud, où leur talent de métallurgiste aurait été mis à profit.
Ainsi, déjà à cette époque, les Chinois se servaient d'artisans étrangers venus de l'Ouest afin de performer ou rattraper leur retard technique ou artistique. Militairement aussi, les guerriers scythes ont servi comme mercenaires pour les différents royaumes de la Chine ancienne. Les objets d'art anciens du royaume de Dian, dans le Yunnan, ont révélé des scènes de chasse de cavaliers avec un phénotype européen et des représentations animalières dans un style typique des Scythes d'Asie centrale. Mais des influences sont présentes jusqu'en Corée et au Japon. En effet, via les steppes d'Asie du Nord-Est, des groupes scythes ont probablement atteint la Corée, où le savoir-faire des orfèvres put être mis à profit. Les Coréens comme les Japonais adoptent à cette même époque le principe des kurganes pour les inhumations nobles, typiquement scythiques. Les peuples scythes ont influencé le système aristocratique japonais, l'art et la culture, en particulier pendant la période Kofun. Par exemple, le tir à l'arc à cheval de style scythe était populaire parmi les samouraïs japonais. En outre, un certain nombre d'historiens ont suggéré que certains clans japonais descendent de ces peuples qui ont obtenu le statut de seigneurs féodaux locaux au Japon. Le petit royaume japonais de Kibi peut en être un exemple. Cependant, ces allégations restent à confirmer. Ce qui est sûr néanmoins, c'est que les Scythes ont marqué, et pour toujours, l'histoire des steppes asiatiques et européennes.